Belfast, Irlande, automne 1908. Les plans du Titanic sont achevés. Au sein des chantiers navals Harland & Wolff, la construction du plus grand navire jamais imaginé peut commencer. La plus grande fierté de ses concepteurs vient surtout des nombreuses innovations de la coque qui rendent ce bateau quasiment insubmersible. Le fond de la coque est doublé jusqu'à la quille. Une cornière de tôle située de chaque côté du bateau permet d'amortir les effets de roulis. Ce double fond protège également le bâtiment en cas d'échouage et de déchirure de la coque principale. Cette coque est divisée en 16 compartiments séparés par 15 cloisons étanches. Si l'un des compartiments est touché, les portes de ces cloisons sont fermées depuis la passerelle à l'aide d'une commande électrique. En cas d'entrée d'eau massive, les portes peuvent être fermées manuellement ou automatiquement grâce à des flotteurs de sécurité. Un système de 8 pompes capable d'évacuer jusqu'à 250 tonnes d'eau à l'heure chacune vient ajouter à la sécurité générale de la coque. Cette coque est constituée de plaques d'acier fixées les unes aux autres par 3 millions de rivets. Mais pour réussir cette prouesse technique, les chantiers Harland & Wolff ont eu du mal à réunir la main-d'œuvre nécessaire. Afin de gagner du temps, 2 procédés de rivetage coexistent. Des riveuses hydrauliques posent des rivets d'acier sur l'essentiel de la coque, tandis que la proue et la poupe bénéficient toujours de l'habituelle pose manuelle de rivets en fer forgé plus malléables. Pour son voyage inaugural, en matière de communication et de navigation, le Titanic embarque les équipements les plus modernes. Un réseau téléphonique indépendant permet à l'équipage de communiquer rapidement pour les besoins exclusifs de la navigation. Le système de télégraphie sans fil Marconi, très puissant et très innovant, sera également du voyage. Le 24 mars 1912, le Titanic est immatriculé au registre des navires de commerce. Le 2 avril 1912, le colosse des mers effectue ses premiers essais sous la responsabilité des représentants des chantiers Harland & Wolff et en présence de son capitaine, le commandant Edward G. Smith. Lancé à pleine vitesse, le navire peut stopper sur une distance de seulement 3 fois sa longueur, soit 777 mètres. Le certificat de navigabilité est délivré par les autorités compétentes à l'issue de cette seule journée d'essai. Ce même 2 avril au soir, le Titanic quitte Belfast pour Southampton. Un incendie se déclare dans la soute à charbon numéro 6 par autocombustion. Ce phénomène fréquent à l'époque n'est cependant maîtrisé que le 13 avril, soit 11 jours plus tard, endommageant la porte étanche numéro 5. Le 10 avril 1912, à 12h15, par un temps superbe, le géant d'acier quitte le port de Southampton. Après 2 escales à Cherbourg et Queenstown, le transatlantique entame véritablement sa traversée vers New York avec 2201 personnes à son bord. Les 3 premiers jours sont paisibles. 24 chaudières sur les 29 sont allumées et la vitesse de croisière est d'environ 20 nœuds. Le 14 avril, le Titanic reçoit de nombreux avis signalant des glaces flottantes. L'hiver 1912 a été très doux, engendrant une fonte des glaces inhabituelle. Plusieurs navires, et en particulier le SS Mesaba, indiquent la présence d'un champ de glace de 41,25 à 42 degrés de latitude nord et 49 degrés à 50 degrés 30 de longitude ouest. Or, la route du Titanic passe par 42 degrés de latitude nord et 47 degrés de longitude ouest et va donc traverser ce champ de glace. Le Titanic modifie alors son itinéraire, il met le cap légèrement plus au sud et poursuit sa route à pleine vitesse car la visibilité est jugée suffisante.
Il rencontre l'iceberg isolé qui va lui être fatal aux abords du champ de glace. 14 avril, 23h40. L'une des deux vigies détecte la présence d'un iceberg. L'information est à la fois donnée à l'ancienne par 3 sons de cloche, mais également par le téléphone interne. Selon de fortes probabilités, l'iceberg provient de la fonte d'un glacier de la côte ouest du Groenland. Il est donc vraisemblablement chargé de cailloux et de rochers de différentes tailles, aux angles plus ou moins aigus, qui peuvent rendre sa surface très abrasive. Lorsqu'il tombe dans l'Atlantique, un iceberg peut avoir la taille d'un édifice de 10 étages. Des experts estiment que ce monstre de glace a pu voguer sur les eaux océaniques pendant 2 ans et parcourir environ 9654 km avant d'entrer en collision avec le Titanic. Au cours de leur course, ces icebergs peuvent basculer plusieurs fois, d'abord en rencontrant le courant froid du Labrador, puis le courant chaud du Gulf Stream qui les fait fondre doucement, formant un ensemble plein d'aspérité. À proximité du Titanic, cet iceberg est encore de dimension importante. De 15 à 30 mètres de hauteur, de 60 à 120 mètres de longueur. De plus, 85% de son volume est immergé. D'après le récit de quelques témoins, il ressemble au rocher de Gibraltar. Lorsque l'iceberg est signalé, le bateau vire de 21 degrés sur la gauche afin d'éviter une collision frontale. À cet instant, le Titanic est à 41 degrés 43 de latitude nord et 49 degrés 56 ouest, soit à environ 750 km au sud-est de Terre-Neuve. 42 secondes après le signalement de l'iceberg, c'est le choc. Le navire agité de 5 degrés sur tribord aussitôt après l'impact. En longeant le Titanic, l'iceberg fait une série de 6 entailles dont certaines ont à peine la largeur d'un doigt. Elles sont réparties sur 76 mètres, la plus longue est située au niveau du compartiment numéro 6. Les rivets manuels ont instantanément sauté, créant de grosses brèches. Le naufrage est dû à une accumulation de facteurs. La vitesse du Titanic est trop élevée dans une zone d'iceberg. La coque du navire présente des défauts de structure. Les cloisons étanches permettent d'isoler les compartiments les uns des autres. Cependant, pour être véritablement étanches, il aurait fallu que les compartiments se prolongent verticalement jusqu'au pont C. Or, ils n'atteignent que le pont E, afin de ne pas gêner la circulation des passagers et de l'équipage. Avec 4 compartiments endommagés, le Titanic aurait pu flotter. 5 compartiments ont été touchés. Dès qu'un compartiment était plein, l'eau se déversait dans le suivant. N'oublions pas que l'incendie d'une soute à charbon en début de traversée a affaibli la structure de la cloison numéro 5, fragilisant sa résistance au choc. Le Titanic serait également entré en contact par le fond de la coque avec la partie immergée de l'iceberg. Le double fond conçu pour protéger la coque d'un éventuel échouage n'aurait dans ce cas pas résisté à des lames de glace plus acérées. Mais saura-t-on un jour la vérité? À 2 heures, la plage avant disparaît sous l'eau. À 2h17, la proue du Titanic s'enfonce dans les flots, la première cheminée s'effondre. Il est probable que le navire se soit alors brisé en 2 parties. À 2h20, la partie arrière du Titanic se dresse verticalement vers le ciel, se maintient dans cette position quelques instants, elle se remplit d'eau et finit par couler à son tour. 2h40 après avoir heurté l'iceberg, le Titanic sombre définitivement. Aujourd'hui, le Titanic repose par plus de 3800 mètres de fond, position 41 degrés 43 minutes 57 secondes nord, 49 degrés 56 minutes 49 secondes ouest.